Ne serait que quelque chose de secondaire dans une réflexion philosophique ou politique. Évidemment, ce n'est pas mon avis, peut-être parce que je suis juriste, faut toujours se méfier de son arrière-boutique, disait Montaigne, mais je pense que si on réfléchit un petit peu à la Constitution, c'est pas simplement un texte technique qui répartit les pouvoirs entre le président, le Premier ministre, le Parlement. La Constitution, c'est aussi ce texte qui, alors je vais remployer le mot, qui constitue un peuple. Il y a, là je me référais plutôt à Bourdieu, il y a une force magique dans la Constitution. C'est-à-dire qu'un texte constitutionnel fait advenir ce qu'il énonce. C'est parce que la Constitution dit que nous sommes des citoyens que nous pouvons nous représenter et nous voir comme étant des citoyens égaux les uns par rapport aux autres. Il y a une force propre du texte de la Constitution. Je dis force magique, si vous voulez, au sens peut-être de Blanche-Neige, hein, c'est-à-dire la reine qui va devant le miroir et qui demande au miroir « Est-ce que je suis la plus belle ?» et le miroir lui répond. La Constitution, c'est un peu ça. Vous mettez la Constitution devant vous et la Constitution vous dit vous êtes un être de droit, vous avez le droit d'aller et venir, vous avez le droit à la santé, vous avez le droit à l'éducation, etc. Et à partir du moment où la Constitution vous constitue, vous définit comme un être possédant ces droits-là, vous allez vous comporter comme la Constitution dit que vous êtes, et vous allez donc pouvoir revendiquer les droits qui vous sont attribués par le texte constitutionnel. Je vous rappelle, mais vous le savez, qu'il y a eu tout un débat en 1789 sur l'opportunité ou non de rédiger la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui nous apparaît aujourd'hui comme étant une déclaration naturelle, évidente, qui n'a pas dû poser de problème. Ils se sont battus, il y en a qui étaient contre en 1789. Il y en a qui étaient contre, et donc il y a des archives, donc on retrouve les discours, et il y a des révolutionnaires qui disaient il ne faut pas rédiger une déclaration des droits, parce que si on la rédige, les gens vont croire qu'ils ont des droits, ils vont donc les revendiquer, et on ne pourra pas gouverner. Donc il ne faut pas dire aux gens qu'ils ont des droits. Et il y a donc eu un débat, enfin bon, vous retrouvez les débats. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a une exception française, c'est une des raisons pour lesquelles les droits ne sont pas dans la Constitution. Ils sont dans un texte à part. Dans toutes les autres constitutions, prenez l'Allemagne, l'Italie, dans toutes les autres constitutions, le titre premier, c'est la Déclaration des droits. Nous, c'est en dehors, dans un texte à part. Et pourquoi dans un texte à part ? Parce qu'il y a eu un compromis, une synthèse hollandaise peut-être déjà en 1789, entre ceux qui ne voulaient pas de déclaration et ceux qui voulaient que ça soit dans la Constitution. On a trouvé un terrain d'entente. Il y aura bien une déclaration, mais elle ne sera pas dans la Constitution. Ce qui fait qu'il y a eu très longtemps, c'est-à-dire par exemple jusqu'en 1993, il y a eu pendant très longtemps une controverse sur la nature juridique ou non de cette déclaration. Reprenez le débat entre Balladur et Badinter en 1993. Il y a un article dans Le Monde de Balladur qui dit la déclaration de 1789, c'est pas du droit, c'est de la littérature, c'est de la philosophie. Et par conséquent, le juge constitutionnel n'a pas le droit de se servir de la déclaration pour juger la loi. Donc ça montre bien, si vous voulez, que la Constitution est un moment important de la construction du citoyen. On ne naît pas citoyen, pour reprendre une formule pour la décaler, on ne naît pas citoyen, on le devient, et précisément on le devient par l'acte constituant qui nous constitue au sens premier du terme, c'est-à-dire nous fabrique comme être de droit. S'il n'y a pas de constitution, on se voit les uns les autres dans nos inégalités sociales, culturelles, économiques, financières, géographiques. Et donc, qu'est-ce qui permet de nous voir, malgré ces inégalités, en tant qu'êtres de droit égaux les uns par rapport aux autres? C'est le texte constitutionnel.
Et ce n'est pas un hasard si chaque fois qu'il y a une révolution, chaque fois qu'il y a la nécessité de reconstituer un peuple, ça passe par une constitution. Quand Salazar tombe, la première chose que font les révolutionnaires, c'est on rédige, les militaires disent il faut qu'on fasse une constitution. Après Franco, il faut qu'on fasse une constitution. Après le départ de Ben Ali, la première chose qu'ils font, c'est il faut faire une constitution. On pourrait s'attendre à ce qu'ils disent il faut donner du pain, il faut donner à manger, il faut... Non, ils veulent du droit. Pourquoi ? Précisément parce que le moment constituant est ce moment où un peuple se fabrique en tant que collectif par le partage des valeurs et des droits qu'il assume à un moment donné. Et c'est pas négligeable. J'ai eu l'occasion récemment, déjà 4-5 ans, de participer avec d'autres collègues à la rédaction de la Constitution tunisienne. Et en Tunisie, la question c'était précisément entre ceux qui ne voulaient pas de constitution, parce que le peuple tunisien était un peuple de croyants et que le Coran suffisait pour définir les droits, et puis ceux qui disent mais si, il faut une constitution, parce que la constitution c'est ce qui va nous constituer en peuple, non pas en peuple de croyants, mais en peuple de citoyens. Alors concrètement, ça avait une conséquence directe sur les femmes, parce que si c'était un peuple de croyants, il définissait la femme comme le complément de l'homme. Si c'est un peuple de citoyens, la femme est considérée comme l'égale de l'homme. Donc, mais ça, ce n'est posable, je ne sais pas si ça se dit posable, tant pis, ce n'est posable que si on passe par le texte de la Constitution. Le texte de la Constitution, il faut reprendre le mot, Constitution au sens premier du terme, il nous fabrique, il nous construit comme citoyens. C'est donc urgent, je crois, la question constitutionnelle est une question urgente parce que c'est dans le texte constitutionnel qu'une société dessine sa figure, son identité. S'il y a une identité, ce n'est pas l'identité nationale, c'est l'identité constitutionnelle. Et vous voyez bien que, pourquoi c'est urgent ? Parce qu'il y a un des enjeux actuels, si ce n'est pas le droit et si ce n'est pas la Constitution qui définit l'identité d'une société, ça va être quoi ? La religion, le peuple juif, le peuple musulman, le peuple chrétien, le peuple bouddhiste, le peuple... ça va être la race, le peuple noir, le peuple jaune, le peuple blanc, le sexe, le peuple hétéro, le peuple homo, le peuple bi, le peuple trans, La Constitution reste, comme nous avons tous besoin d'un instrument pour nous constituer en tant que collectif, la question reste bien de savoir quel est l'instrument que l'on va utiliser. Et aujourd'hui, un des combats philosophiques et politiques est bien, pour ce qui me concerne, en tous les cas, de me battre pour que la Constitution, en tant qu'acte posant les droits universalisables des citoyens, reste l'acte par lequel se constituent les identités des citoyens. Donc je pense que la question constitutionnelle n'est pas une question secondaire, c'est une question importante pour les raisons que je viens de dire, et qui a un impact direct en plus sur le contenu des politiques. Dis-moi les institutions que tu as et je te dirai la politique que tu mènes. Je voudrais simplement rappeler que s'il n'y avait pas eu de Sénat sous la Troisième République, Léon Blum ne serait pas tombé, le droit de vote des femmes aurait été accordé beaucoup plus tôt. Donc la question des institutions est une question qui a un effet sur le contenu des politiques menées. Donc c'est pas totalement indifférent. Est-ce que pour autant, pour reprendre ta question, est-ce qu'il faut aller vers une sixième République ? Est-ce qu'il faut changer toute la Constitution ? Peut-on seulement l'amender ? Alors, il y a des positions politiques que je respecte. Moi, en tant que constitutionnaliste, je suis obligé de constater qu'on ne change de constitution
qu'après une révolution ou une défaite militaire. Si on reprend notre histoire constitutionnelle, 89, évidemment, on coupe la tête du roi, on fait une constitution. L'Empire, on fait une constitution. La chute de l'Empire, on fait la charte constitutionnelle de 1814. La révolution de 1848, on fait une nouvelle constitution. La chute du Troisième Empire, du Second Empire, on fait une constitution. Donc, la défaite militaire de 1945, on fait une nouvelle constitution. Donc, il n'y a de constitution, précisément, parce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il faut se reconstituer un peuple. Et donc, c'est très rare, je ne connais pas dans l'histoire, mais je suis parfaitement ouvert, je ne connais pas tout, hein, je ne connais pas dans l'histoire de changement de constitution à froid. On a toujours changé de système constitutionnel à chaud. Hein. Et on peut regarder le droit comparé, on peut regarder au Chili, on peut regarder en Tunisie, on peut regarder en Roumanie, en Pologne, en Hongrie. Ils ont changé de constitution après la chute du mur de Berlin, quand il fallait précisément qu'ils reconstituent leur société et discutent des valeurs sur lesquelles ils se reconstruisaient. Par conséquent, la voie d'amendement, de réforme de la Constitution me paraît, sauf si nous considérons que nous sommes à la veille de 1788, sauf si nous sommes en 1788, peut-être, hein, là, ça, moi, c'est pas... je suis plus favorable à un processus de changement de la Constitution que de l'élection d'une assemblée constituante visant à changer toute la Constitution. Ça me paraît être, si vous voulez, ne pas être en adéquation avec l'état actuel de la société. Mais je peux me tromper. J'ai déjà eu j'ai eu ce débat avec une représentante de Jean-Luc Mélenchon, qui, en plus, si vous voulez, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Je comprends très bien sur le plan politique, mais sur le plan juridique, je ne peux pas adhérer. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « je vais utiliser l'article 11 pour faire un référendum et créer une assemblée constituante », alors que toute la gauche, depuis toujours, s'est opposée à l'utilisation de l'article 11, que François Mitterrand a fait son bouquin « Le coup d'État permanent » sur la base de la critique de l'article 11, si vous voulez, je ne me vois pas devant mes étudiants dire « faut utiliser l'article 11 pour rappeler l'article 11. » L'article 11, c'est l'article qui permet au président de la République de contourner l'Assemblée nationale et le Sénat pour en appeler directement au peuple. Bon. C'est l'article qu'a utilisé le général de Gaulle pour la réforme de 62. Parce qu'en 1962, de Gaulle voulait établir l'élection populaire du chef de l'État, et évidemment, s'il était passé par le Parlement aurait dit non, on ne veut pas de ça. Donc il est passé directement par le peuple. Et Mitterrand a fait son bouquin, Le coup d'État permanent, essentiel, là-dessus. Et toute la gauche a critiqué l'utilisation par De Gaulle de cet article 11 qui vise à court-circuiter la représentation nationale. Donc je comprends pour des raisons politiques qu'on puisse le dire, mais évidemment, c'est le savant et le politique. Hein, je veux dire, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à gérer. Moi, je l'ai géré. J'ai une éthique de responsabilité sur le plan universitaire. Je ne peux pas considérer que ça serait juridiquement correct de passer par l'article 11. Et en plus, si vous voulez, ça peut hypothéquer la suite. C'est-à-dire que je vais poser la question, j'ai la réponse, mais je vous soumets simplement la question. Est-ce qu'en utilisant un instrument incorrect, on peut aboutir à un résultat correct?
C'est ça c'est ma question. Je pense qu'il y a une relation entre l'instrument que l'on utilise et le résultat que l'utilisation de cet instrument va donner. Je ne vois pas comment, en utilisant un instrument, pour le dire plus crûment, en utilisant un instrument non démocratique, l'article 11, est-ce qu'on peut arriver à établir une démocratie ? J'ai un peu de doute là-dessus. Donc, oui, il y a une urgence constitutionnelle, parce que notre société, nos sociétés se posent des questions, je vais y revenir, mais je pense que ça passe plus par une modification de la Constitution que par l'élection d'une assemblée constituante qui rédigerait la Constitution d'une sixième République. Deuxième série de questions que tu as posées, donc sur les rapports entre système constitutionnel et société. La question me paraît importante et justifie justement l'urgence de modifier la Constitution. Je pense que la crise actuelle est constituée de deux éléments qui s'emboîtent l'un l'autre et qui forment précisément la crise. Alors la crise est un peu un mot valise, hein. On est tous en crise, crise du cinéma, crise du vin, crise du couple, crise de l'adolescence, crise du chocolat, enfin bon, ça ne veut plus rien dire. Donc si j'essaie de donner une définition, un peu plus solide de la crise, en empruntant la définition à ce que pouvait écrire Gramsci, la crise, c'est ce moment où tous les secteurs qui fonctionnent, tous les secteurs d'une société, l'économie, le social, les amours, la famille, le sport, toutes les activités d'une société qui, jusqu'à présent, fonctionnaient sans se poser des questions sur la légitimité des principes qui les faisaient fonctionner, commence à s'interroger sur « Ah ben tiens, pourquoi je travaille comme ça ? Ah ben tiens, pourquoi je produis comme ça ?» Quand une société se pose au même moment la question de la légitimité des principes sur lesquels elle fonctionne, nous rentrons dans ce que j'appelle une conjoncture politique fluide. C'est-à-dire à un moment où, si vous voulez, nos repères s'en vont. C'est ce que disait Gramsci, hein, le vieux, la crise de neuf. C'est-à-dire, il y a la société que l'on connaissait jusqu'à présent. Bon, celle-là, elle s'en va. Il y a la société qui arrive, mais qu'on ne voit pas bien comment elle va être faite. Et entre les deux, la fluidité. Entre les deux, la crise. Donc c'est ce moment de conjoncture politique fluide, c'est-à-dire ce moment où, dans tous les secteurs d'activité, on s'interroge sur le bien fondé des principes sur lesquels ces secteurs fonctionnaient. Je voudrais donner deux exemples, parce que évidemment sinon je serais trop long. Le premier exemple de crise, c'est que nous passons d'une société verticale à une société essentiellement horizontale, dans tous les secteurs. Alors, pour faire simple, si je prends le droit de la famille, il y a encore quelques années, mais quand je dis quelques années, c'est il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'était du vertical. C'était le mari qui décidait, la femme n'avait pas le droit de signer les chèques, et c'était le mari qui décidait où on se mariait, où on allait en vacances, qu'est-ce qu'on faisait. Verticalité. Bon. Aujourd'hui, il y a une horizontalité. Les femmes ont les mêmes droits que le mari, que l'époux, et les enfants, finalement, finissent aussi par avoir les mêmes droits. Donc on passe à une horizontalité. Si vous prenez dans l'enseignement, moi quand j'étais étudiant et que je m'adressais à mon professeur, j'envoyais une lettre manuscrite, Monsieur le professeur, et je terminais ma lettre par très respectueusement.
Aujourd'hui, mes étudiants m'envoient un SMS ou un mail, salut, et à la fin, ils disent bien à vous. Bon, une espèce d'horizontalité, là, bon, ça décoiffe. Bon, si vous prenez toutes les professions, bon, mon frère est médecin, il fait le même constat, c'est-à-dire que désormais, quand un patient va le voir, le patient arrive avec le truc de Wikipédia en disant voilà, j'ai ça, il faut que vous me donniez ça. Bon, donc horizontalité des rapports. Dans tous les secteurs, on peut les prendre un par un. Dans tous les secteurs de vie, c'est ça. On passe d'une verticalité à une horizontalité. Et je ne me pose pas la question de savoir si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je constate simplement le passage à cette horizontalité. Et pourquoi il y a crise? Parce que nos institutions politiques restent sur le modèle de la verticalité. C'est-à-dire que nous avons une société dont tous les secteurs fonctionnent de plus en plus à l'horizontalité. C'est bien ou c'est mal, encore une fois, chacun peut juger, mais on constate quand même. Tous les secteurs fonctionnent de plus en plus à l'horizontalité, sauf dans le milieu politique où ça fonctionne à la verticalité. Et donc c'est une des raisons de la crise. Nous n'avons pas encore inventé les institutions d'une société qui s'horizontalise. Il y a des embryons, on cherche, etc., mais globalement, ça reste sur le mode vertical. Hein, il y a c'est le président de la République qui décide, et puis tout le monde suit. Alors plus ou moins, hein, mais tout le monde suit. Donc il y a une verticalité du pouvoir. Elle est secouée, mais elle existe. Et c'est précisément une raison de la crise. Cette confrontation entre une société donc, qui devient horizontale et des institutions qui restent encore verticales. Le second élément de la crise, et qui rejoint le premier, c'est que tous nos systèmes politiques, tout notre système politique repose sur un principe qui n'a absolument pas bougé depuis 1789 et qui a été parfaitement énoncé par Sieyès, qui est le suivant: le peuple ne peut vouloir agir et parler que par ses représentants. C'est moi qui le dis, c'est Sieyès. Autrement dit, on vit depuis 1789 sur le principe selon lequel seuls les représentants élus, donc la verticalité, on retrouve, seuls les représentants sont compétents, aptes, habilités à exprimer la volonté de la nation. Ce principe n'a pas du tout été atteint très marginalement par l'extension du suffrage universel des partis politiques. Si on regarde les constitutions, effectivement, le peuple est nommé dans les constitutions. Mais prenez tous les articles de la Constitution, sont consacrés au pouvoir des représentants du peuple. Et les citoyens sont absents. Hein. Et ce qui me paraît aujourd'hui est un élément de crise, c'est précisément la crise du principe représentatif. On arrive à un moment où les citoyens estiment, alors là aussi à tort ou à raison, mais les citoyens estiment qu'ils ont autant de capacités, autant de compétences que leurs représentants à intervenir dans la fabrication des règles de la vie de la cité. Ce qui est en train de s'affaiblir, de se fragiliser, c'est cette idée que les citoyens sont incompétents et que seuls sont compétents les représentants. Mais ça nous vient de loin, hein, je veux dire c'est Sieyès, mais on peut voir ça dans Montesquieu. Montesquieu disait que les citoyens sont compétents pour élire des représentants, mais il ne faut surtout pas qu'ils interviennent dans la fabrication des règles. Or, c'est précisément ce principe qui, je crois, aujourd'hui s'essouffle, et on voit partout, sous la croûte de la représentation, un volcan, le volcan du peuple en quelque sorte, qui
qui demandent à intervenir dans la fabrication des règles. Et on le voit, dans les manifestations, souvent. On le voit par exemple les manifestations là actuellement aux États-Unis contre Trump. Les gens disent, quand ils défilent, ils ont une pancarte où souvent il y a marqué « pas en notre nom ». Pas en notre nom. Autrement dit, la représentation, c'est ça. La représentation, c'est au nom d'eux. Et ils refusent que Trump soit l'Amérique. En disant, vous ne me représentez pas. Donc il y a comme si vous voulez, la représentation qui jusqu'alors maintenait les citoyens sous la chape, eh bien, cette chape éclate. Et donc il y a une aspiration des citoyens à intervenir, alors à côté, contre, voire pour parler peut-être de la discussion de ce qui se passe en Espagne avec Podemos, à côté ou contre les représentants classiques. Donc, de mon point de vue, ce sont les deux éléments qui rendent urgent une révision de la Constitution, cette adéquation des institutions. Nous vivons sous des institutions qui ont été inventées au XIXe siècle et qui ne sont plus raccord avec une société qui devient horizontale. Et en plus, il y a un essoufflement du principe représentatif. Le dernier point, c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si on révise la Constitution, là aussi je reprendrai quelques-unes de tes formules. Si on révise la Constitution, il faut, de mon point de vue, mais j'ai pas nécessairement raison, quoique, de mon point de vue, il faut concevoir les principes qui doivent animer une révision de la Constitution, à mon avis, sont au nombre de 2. Après, je pourrais décliner, sont au nombre de 2. Mais partons des principes. Ouais, bon, on est Serre Condorcet quand même, si j'ai bien compris. Donc, toujours. Le premier principe qui devrait animer un changement de Constitution, le premier principe, c'est que la Constitution ne devrait pas simplement changer la forme de gouvernement, mais la forme de société. C'est-à-dire que la Constitution ne devrait pas simplement s'intéresser sur est-ce qu'il faut un régime présidentiel, parlementaire, est-ce qu'il faut plus de Sénat ou un Sénat, réformer le CSE, etc. Bon, ça, oui, on peut en discuter, mais de mon point de vue, ce n'est pas le plus intéressant. Ce qu'il faut, c'est que la Constitution pense non pas la forme de gouvernement, mais la forme de société. C'est-à-dire, Montesquieu s'intéresse à la séparation des pouvoirs, mais qu'elle ne s'arrête pas à séparer le pouvoir législatif, exécutif et législatif, parce que bon, ça va. Il faut séparer le pouvoir économique du pouvoir politique. La séparation des pouvoirs. Si je fais du Montesquieu basique, d'ailleurs Montesquieu n'a jamais parlé de pouvoir, mais de puissance sociale. Si je fais de la séparation des pouvoirs, parlons simple, ça veut dire que le pouvoir économique doit être séparé du pouvoir politique, que le pouvoir économique doit être séparé du pouvoir médiatique, que le pouvoir... Donc, comment dire, il faut séparer les pouvoirs de la société. Il faut séparer les pouvoirs de la société. Or, aujourd'hui, les pouvoirs de la société, je ne fais pas un dessin, ne sont évidemment pas séparés, et il faut inventer les institutions permettant d'empêcher un secteur d'activité, le secteur économique, de soumettre tous les autres secteurs à sa loi. Actuellement, par exemple, dans l'université, vous savez bien qu'il y a des pressions très fortes pour faire rentrer la logique du profit et non pas la logique de la production du savoir et la transmission du savoir dans le fonctionnement des universités. Eh bien, je pense qu'une constitution devrait se saisir de cette question parce qu'il en va de la liberté politique. On est contre, si on dit que le marqueur d'un système démocratique, c'est la séparation des pouvoirs, si on dit qu'un système autoritaire, c'est un système où les pouvoirs sont
confondus, hein, la fusion des pouvoirs, eh bien aujourd'hui on risque d'aller vers une fusion des pouvoirs au profit des puissances économiques et financières. Et il est donc de la responsabilité d'une constitution, si elle prend pour objet la société et pas le gouvernement, de s'occuper de séparer ces pouvoirs-là. Et quand je dis ça, je divague pas. Je vous renvoie à ce qui reste pour moi en tant que juriste la Bible, c'est la déclaration de 89. Relisons l'article 16 de la déclaration de 89. L'article 16 dit « Toute société qui ne sépare pas les pouvoirs et ne garantit les droits n'a point de constitution ». Et nous, on l'a traduit par « tout État qui ne sépare pas les pouvoirs ». Et donc, une fois qu'on avait séparé les pouvoirs de l'État, législatif, exécutif, judiciaire, on était content. Mais ça y est, on a fait la démocratie. Non. L'article 16 dit la séparation des pouvoirs, c'est la société. Et donc, le premier principe qui doit nous animer, de mon point de vue, encore une fois, c'est de donner à la future Constitution, à la révision, de lui donner comme projet de saisir non pas simplement le gouvernement, mais de saisir la société pour organiser la séparation des pouvoirs qui composent la société. Et le deuxième principe, qui de mon point de vue doit animer une révision de la Constitution, c'est de trouver les mécanismes, les procédures, les moyens de faire rentrer le citoyen dans le processus de fabrication de la loi. Actuellement, je le disais tout à l'heure, nos constitutions, parce qu'elles sont essentiellement représentatives, ne prévoient pas la possibilité pour le citoyen d'intervenir directement dans la fabrication de la loi. Et ce sont ces deux principes qui me paraissent plus importants, plutôt que de réorganiser les compétences entre ceux qui l'ont déjà. Je le ferai, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. La question de savoir s'il faut ôter un peu de pouvoir au Premier ministre pour les donner au Président, ou un peu de pouvoir au Président pour les donner au Premier ministre, bon, de toute façon, c'est pas ça qui fera avancer la démocratie. Ce qui fera avancer, de mon point de vue, la démocratie, c'est que la Constitution prévoit la possibilité, pour ceux qui jusqu'à présent n'ont été exclus, d'intervenir dans la fabrication de la loi. Et là encore, je ne divague pas, enfin j'espère, je m'appuie toujours sur notre fameuse déclaration de 1789 qui dit dans son article 6, contrôlé, qui dit dans son article 6, les citoyens participent personnellement ou par leurs représentants à la fabrication de la volonté, à l'élaboration de la volonté générale. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1789 ? On a complètement zappé le personnellement. Et moi, mon propos est tout simplement de réintroduire le personnellement. De réintroduire le personnellement, c'est écrit dans la Constitution, dans la déclaration. Les citoyens personnellement, donc pas par l'intermédiaire de leurs représentants. Mais ça, on ne l'a jamais fait. Et c'est là qu'on fait la connexion d'ailleurs avec Condorcet, puisque Condorcet l'avait proposé quand il a rédigé le projet de 1793 avec Hérault de Séchelles. Il avait proposé justement les mécanismes et les moyens pour les citoyens d'intervenir personnellement dans la fabrication de la loi, mais il s'est fait virer par Robespierre qui a dit non, c'est moi qui décide. Et donc ce projet de constitution de Condorcet a été oublié. Donc voilà les principes qui m'animent, enfin qui animent ma réflexion de constitutionnaliste. Alors ça passe par quoi ? Par quel mécanisme ? Par exemple, ça passe par ce que j'appelle l'inscription dans la Constitution de l'obligation pour les parlementaires de soumettre tous les projets et propositions de loi à la délibération des assemblées délibératives de citoyens. C'est-à-dire l'obligation pour les députés de réunir les électeurs de sa circonscription
et de provoquer, avant que l'affaire vienne au Parlement, un débat, une discussion, une délibération sur le texte de loi. Jusqu'à présent, le texte de loi passe devant tout le monde, Conseil économique et social, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Le seul endroit devant lequel il ne passe pas, c'est précisément le citoyen, puisqu'on dit, le citoyen, lui, il a voté, donc c'est pas la peine, le représentant pensera et parlera pour lui, c'est sieyès. Je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit et permettre aux citoyens, par cette obligation faite aux députés, de réunir des assemblées délibératives de citoyens pour leur faire délibérer sur le texte de loi. Imaginez ce qu'aurait été le débat, par exemple, de la loi El Khomri. Hein, si plutôt que d'être discutée comme ça, elle avait été soumise dans toute la France à un débat public. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même résultat. Ça passe aussi, par exemple, par un travail qu'on avait fait avec un petit groupe. Il y avait Jacques Testard, Michel Callon et Marie-Angèle Hermite. Donc Jacques Testard, que vous connaissez, biologiste. Il y avait Marie-Angèle Hermite qui était anthropologue, Michel Callon qui était sociologue, enfin, qui sont toujours en vie, et moi qui étais le juriste de service. Et on a travaillé pendant 2 ans sur ce qu'on a appelé les conventions de citoyens. Les conventions de citoyens, c'est-à-dire, et on avait rédigé une proposition de loi. On a fait ça en 2007. On a travaillé de 2005 à 2007. Et on a rédigé une proposition de loi qu'on a envoyée au président de groupe de l'époque. Et l'objet, c'était avant chaque grand sujet de société, avant que le Parlement se saisisse de grands sujets de société, que ce soit les OGM, la fin de vie, les licenciements boursiers, enfin bon, 15 citoyens seraient tirés au sort. 15 citoyens seraient tirés au sort. Et alors après toute une procédure sur laquelle je pourrais revenir, ces citoyens produiraient un avis sur la question. Et cet avis serait transmis à l'Assemblée nationale, qui aurait l'obligation de se saisir de cet avis et, disons, alors après, il y a des discussions, soit de délibérer dessus, soit de valider l'avis exprimé par ces conventions de citoyens. Alors, l'historique, le départ, on trouve ça beaucoup, ils appellent ça dans le Nord, dans le Danemark, parce qu'il y en a eu beaucoup en Danemark, ça s'appelle les conférences de consensus, par exemple. Hein. Alors là aussi, il y a des embryons, on sent bien aujourd'hui en France qu'il y a des embryons, par exemple sur la réforme de la justice, par exemple sur... Bon, il y a des tentatives qui sont faites, mais qui sont faites de manière parfois un peu sauvage et qui conduisent à dénaturer justement l'intérêt que peut revêtir le tirage au sort. Ces 2 exemples, je pourrais en donner d'autres, par exemple celui d'inscrire dans la Constitution le statut de lanceur d'alerte civique. Parce que là encore, si vous reprenez, qu'est-ce que c'est que le lanceur d'alerte civique? C'est un citoyen comme vous et moi, hein, qui, constatant un dysfonctionnement dans son entreprise, dans son administration, va le mettre où? Dans l'espace public. Et un certain nombre de sujets qui ont été traités récemment sont des sujets qui n'ont pas été sortis par les parlementaires, hein. Qui n'ont même pas été sortis par les journalistes, ce sont des sujets qui ont été sortis par les lanceurs d'alerte. L'affaire du Mediator, c'est pas une enquête d'un journaliste c'est un médecin qui a dit bon là ça suffit maintenant. Hein. L'affaire des seins, s'il le connaît, pareil. Le truc j'ai plus des moutons qui étaient dans les hot dogs, là, je ne sais plus où. Bon, pareil, c'est sorti par un lanceur d'alerte. Mais aujourd'hui... La viande de cheval. Oui, la viande de cheval, voilà. À la place du bœuf. À la place du bœuf. Bon, ben, qu'est-ce qu'il a dit, ça, hein? C'est pas un député, c'est pas un journaliste. C'est un citoyen comme vous et moi qui, personnellement, pour reprendre le vocabulaire de 1789, a posé sur la place publique cette question, obligeant les parlementaires à s'en saisir. Et je pourrais donner d'autres exemples.
il s'agit de mettre dans la Constitution des instruments, des mécanismes, des moyens permettant précisément aux citoyens d'intervenir directement, personnellement, je reprends le mot, d'intervenir personnellement et d'intervenir avant. Mon souci, si vous voulez, c'est que le citoyen puisse intervenir avant que la loi soit produite. Là, il a plutôt tendance à intervenir après. Alors, il saisit le Conseil constitutionnel, il saisit le Conseil d'État, il ne réélit pas son député s'il n'est pas content, mais c'est toujours après. Ah, bon, d'accord, c'est bien. Mais moi, je considère que c'est avant que le citoyen doit intervenir, parce que s'il intervient avant, ça veut dire nécessairement qu'il y aura sur tel ou tel sujet une délibération, une discussion, un échange d'arguments, et que de cette manière, par cet échange d'arguments et cette discussion, évidemment, la loi qui sortira sera une loi qui aura été délibérée, discutée, et je fais le pari qu'une loi délibérée, discutée, est plus acceptable démocratiquement qu'une loi qui est imposée d'autorité par le 49.3, par exemple. On ne gouverne pas, je crois que c'est un sociologue, Michel Brosier, qui disait on ne gouverne pas par décret, on ne gouverne pas les sociétés complexes par décret. Une loi votée par le 49.3, c'est une sorte de décret. On ne délibère pas, on ne discute pas. Voilà, si vous voulez, et j'arrêterai là peut-être, mais voilà quelles sont les... comment dire, ma manière de penser la chose constitutionnelle et les quelques pistes que j'envisage pour permettre aux citoyens d'intervenir personnellement. Alors, sur le 49.3, je n'ai pas répondu, sur le référendum, je n'ai pas répondu, je peux y répondre dans les questions, mais encore une fois, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de penser les mécanismes et les procédures avant et permettant aux citoyens d'intervenir avant que la décision soit prise. Mais évidemment, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je crois qu'il va y avoir pas mal de questions. Vous n'avez pas besoin du micro, peut-être si ? Non. Vous essayez de parler fort. Si vous pouvez éventuellement vous présenter, tout le monde ne se connaît pas, donc ça peut être utile. Voilà, merci. Donc, mon nom c'est Hans Hertz, je suis un immigré. J'ai deux questions. La première, c'est sur l'opportunité de refaire une constitution. Vous dites, nous ne sommes pas en 1788. Vu mon âge, j'ai l'impression que nous sommes en 1957. Donc, il y avait à l'époque, on était comme maintenant. On ne savait pas que De Gaulle arrivait, on ne savait pas qu'il y aurait un putsch à Alger. Mais tout le monde se posait la question sur le changement de la Constitution. Et on l'a changé. Donc il a fallu un événement qui était l'arrivée des sauveurs. Quelque part, actuellement, on a l'impression que les sauveurs se profilent. C'est la deuxième question, donc ça c'est sur l'opportunité. La deuxième question, c'est une question qui n'a pas été posée aux constitutionnalistes. C'est dans les sociétés européennes actuellement où il existe, je dirais, un certain type d'abandon progressif de la souveraineté. C'est-à-dire des sociétés qui connaissent le fédéralisme, c'est un mot qui fait peur en France, mais qui repose sur le principe politique de la subsidiarité. La crise de la démocratie paraît moins aiguë, car effectivement, les gens ont l'impression que la représentation locale, puis la représentation régionale, puis la représentation, je parle de l'Allemagne, par Land, là où les États ont des régions, je pense à la Bavière, ils ont 3 étages, puis la représentation fédérale, et puis la représentation européenne, créent chaque fois des sas où la personne communique avec le politique et fait passer son... Alors la question, c'est, dans les questions à poser aux constitutionnalistes, pourquoi pas introduire en France un peu de fédéralisme? Je sais que depuis Charlemagne, on l'a abandonné, mais il y a eu de temps en temps des remue-ménages en France, notamment à la Fronde, qui supposaient de réintroduire le fédéralisme. Pourquoi pas poser la question aujourd'hui sur la création d'un réel pouvoir régional représentatif avec des pouvoirs d'État? Est-ce qu'on répond à chaque question peut-être d'abord, Donc d'abord et puis on passera
Tu veux poser une question Non, il vaut mieux répondre à chaque question. C'est ça. Non, mais on est d'accord. Tu donnes la parole à quelqu'un d'autre, c'est Non, pour ça non, non, que je disais après. Malentendu. Alors, sur le premier point, est-ce qu'on serait en 1957 Bon, c'est une différence d'appréciation. La Constitution de 58 est née d'un coup d'État quand même, militaire, légalisé après par la loi du 3 juin. Mais tout ce qui se passe au mois de mai 1958, c'est une pression des militaires pour imposer au pouvoir civil qui avait désigné, c'était Flimelin comme Premier ministre, enfin président du Conseil, on disait à l'époque, et ce sont les militaires qui imposent à René Coty de laisser tomber Flimelin pour désigner De Gaulle. De Gaulle aurait très bien pu dire, écoutez, non, il y a le pouvoir civil à désigner Flimelin. Bon. De Gaulle s'est donc appuyé sur cette révolte des militaires, donc pour moi c'est un coup d'État militaire légalisé, si on veut être gentil, mais c'est un coup d'État. Donc, je ne vois pas la comparaison, si vous voulez. Je veux dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui serait capable de faire un coup d'État? C'était ma question. Écoutez, bon, je ne vais pas dramatiser. Alors oui, on pense quoi à Marine Le Pen? Macron. Comment? Macron. Ah, Macron. Oh non. Il est trop occupé avec Brigitte pour penser à un coup d'État. Non, non, je pense pas quand même, si vous voulez, qu'on soit dans une situation soit pré-révolutionnaire classique, soit coup d'État militaire. Ceci dit, je reste prudent parce que, d'abord, on ne sait jamais, c'est quand même extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Je veux dire, si l'élection présidentielle avait eu lieu au mois de novembre, Juppé était élu. Si l'élection présidentielle a été au mois de janvier, Fillon était élu. Donc, faut rester très prudent. Mais, vous savez, il y a un discours de Tocqueville à l'Assemblée nationale en janvier 1848. Et où Tocqueville dit à ses collègues, écoutez, faites gaffe, parce que là, tout paraît calme, mais ça va péter. Enfin, il dit ça, mais il dit, mais là, tout le monde, il n'y a pas de révolte, tout a l'air de passer bien, mais si vous saviez, dans la profondeur du pays, le sentiment d'inégalité qu'il y a. Et Tocqueville a été applaudi, tu as fait un beau discours, bravo, etc. Bon, ils sont passés à autre chose. Et puis, 2 jours après, c'était la révolution de février 1848. Donc effectivement, je crois que... moi, je pense que le peuple n'est pas révolutionnaire comme ça. Je veux dire, il ne monte pas sur les barricades pour le plaisir. Il faut vraiment qu'à un moment donné, ça craque, quoi. Alors, est-ce qu'on est à ce moment-là? Je n'en suis pas sûr. Donc, ni 1788, ni 1957. Là où vous avez raison, c'est que la question de la révision de la Constitution s'est posée dès 1954. Il y a eu tout un mouvement politique et de juristes demandant Duverger, Vedel, pour que la Constitution soit révisée. Donc là, je serais peut-être plus nuancé que vous. En revanche, sur la deuxième question, moi je suis fédéraliste. Donc je ne peux qu'être que vous suivre dans ce souhait, et je pense qu'on y va. Je pense que vous avez raison de dire que le modèle fédéral aujourd'hui, crée des espaces de démocratie, des espaces publics plus facilement appréhendables par les citoyens et démultiplie, précisément par les différents niveaux, démultiplie les occasions d'intervenir. Et je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va
par les effets pervers, enfin pervers ou vertueux, ça dépend évidemment de quel côté on se place, avec la loi sur le non-cumul des mandats. C'est un peu compliqué dans ma tête de faire le lien, mais si vous regardez aujourd'hui avec le non-cumul des mandats, il y a un certain nombre de députés qui ont abandonné leur mandat de député en préférant être président de région. Je pense à Xavier Bertrand, je pense à Pécresse, je pense à Estrosi, je pense à Wauquiez, etc. Alors, peu importe pour l'instant les opinions politiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre... Ça veut dire qu'il va y avoir une autonomie de la classe politique locale. La classe politique régionale va être déconnectée de la classe politique nationale. Il va donc y avoir une prise de conscience régionale qui va s'incarner dans une classe politique régionale. Et, pour parler de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, sera certainement, dans les mois qui viennent, plus puissant qu'un ministre. Parce qu'il reposera sur le suffrage universel. Et vous voyez déjà que les stratégies électorales de Xavier Bertrand sont complètement déconnectées de la stratégie du parti Les Républicains. Lui, ce qu'il veut, c'est être réélu. Donc, il veut sa stratégie pour les Hauts-de-France. Pécresse veut sa stratégie. Et donc, il y a, par cette loi sur le non-cumul, la constitution d'une classe politique régionale qui, évidemment, va demander le renforcement des pouvoirs de la région pour exercer sa légitimité issue du suffrage universel. Et elle fera un putsch. Elle ne fera pas un putsch, mais il y aura là une révision de la Constitution. On a déjà, le putsch, il a déjà commencé. Je crois qu'il faut peut-être sortir de cette idée de putsch. Si vous parlez de putsch, oui, il y a eu un premier putsch en 2003. C'est-à-dire lorsque on a révisé la Constitution pour dire l'organisation de la France est décentralisée. Il y en a considéré, enfin, la France, elle est jacobine, bonapartiste, centralisée. Bon. Et révision de la Constitution en 2003, lisez la Constitution, désormais il est écrit dès l'article 2, l'organisation de la République est décentralisée. Donc, ça y est, on n'est plus un État jacobin. On n'est plus un État jacobin, on est un État décentralisé. Alors, est-ce qu'il y aura une deuxième étape? Est-ce qu'on va dire, dans 5 ans, 2 ans, 10 ans, la France est un État fédéral? Si vous regardez au niveau européen, la Belgique était un État unitaire, elle est devenue en 1993 un État fédéral. Si vous regardez le Royaume-Uni, qui était beaucoup plus unitaire que nous, le Royaume-Uni, depuis la dévolution des compétences, donc c'est en 97-98, vous avez désormais l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Angleterre, avec chacun des compétences, et le Royaume-Uni est devenu un État quasi fédéral. L'Espagne avec les autonomies, l'Italie avec les régions qui ont différents statuts. On voit bien que la tendance générale est à une organisation, si on ne veut pas faire de peine, décentralisée, régionale, autonomique, comme disent les Espagnols, mais qui va vers une organisation, je crois, fédérale. Et je pense qu'en effet, pour la qualité démocratique d'un débat, le modèle fédéral crée des espaces de délibération, démultiplie les espaces de délibération qui favorisent donc, me semble-t-il, le principe démocratique. Il y avait monsieur, puis après Suzanne. Monsieur. Je vous ai bien écouté, Michel Landefaux, c'est cercle Condorcet du Sénonais, le sens. Que faire alors du principe rousseauiste de la représentation, justement, des représentants étant là pour filtrer la volonté générale? Est-ce que c'est un principe à mettre au panier En tous les cas, c'est un principe à mettre de côté. Je ne sais pas s'il faut faire un putsch pour le supprimer. Je pense que c'est... je pense qu'il ne faut pas totalement le supprimer. Je pense qu'il ne faut pas totalement le supprimer parce que le moment représentatif, qui est le moment des institutions,
est un moment important pour la construction du citoyen. Il faut une scène, presque au sens théâtral du terme, il faut une scène où on puisse se voir comme citoyen. Bon. Mais le côté tragique de la représentation, c'est qu'une fois que la représentation nous a permis de nous construire comme citoyens, ensuite, la représentation nous étouffe. C'est ce que disait Marx, la représentation boa, c'est-à-dire ce qui devait nous libérer se retourne et nous étouffe. Donc, ma réponse consiste effectivement à mettre de côté le principe de représentation, mais je ne suis pas sûr que Rousseau disait le peuple ne se représente pas, la souveraineté ne se représente pas. C'est Montesquieu qui parle de la représentation. Il était assez réticent de la démocratie directe, sinon pour des petits pays, mais à grande échelle, ça lui semblait poser problème. Oui, mais dans le contrat social, il dit très clairement que la souveraineté ne se représente pas. Là, c'est clair pour Rousseau, la souveraineté ne se représente pas. Et c'est la grande différence avec les autres théoriciens. Rousseau parle de la souveraineté populaire, alors que les autres parlent de la souveraineté nationale. Et il y a une différence considérable entre souveraineté populaire et souveraineté nationale, parce que la souveraineté populaire, c'est la souveraineté du peuple. Donc le peuple, il existe physiquement, il existe. La nation, ça n'existe pas. La nation, c'est un concept. On ne peut pas déjeuner avec la nation. On peut déjeuner avec le peuple. Il suffit de mettre 67 millions, on met 67 millions de chaises et on déjeune avec le peuple. Mais on ne peut pas déjeuner avec un concept. Enfin, moi, je ne peux pas déjeuner avec un concept. En revanche, je peux déjeuner avec les représentants. On ne peut pas déjeuner avec Dieu. En revanche, on peut déjeuner avec le pape, qui est le représentant de Dieu sur terre. Donc les concepts, supposer que Dieu existe, ça c'est notre affaire, mais la souveraineté nationale a besoin de représentants, puisque c'est un concept. Et un concept ne parle pas. Donc il faut bien qu'il ait des représentants qui parlent pour lui. Et c'est pour ça que Rousseau est contre l'idée de souveraineté nationale et qui défend le principe de la souveraineté populaire, parce qu'il dit le peuple, lui, il existe, donc il n'a pas besoin d'être représenté, le peuple, il parle, il peut parler directement. Suzanne Sontag. Susan Georges. Encore une erreur. Allez, Suzanne Georges. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous avez situé très bien la verticalité et l'horizontalité. C'est extrêmement bien décrite. Ce qui me trouble, c'est l'absence totale de l'Europe dans une discussion sur ce que peut être et devrait être la Constitution nationale. On dit, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais que 80% de nos lois viennent directement des directives européennes. En 2005, nous avons voté à 55% contre la Constitution, qui a été immédiatement refaite sous la forme du traité de Lisbonne. Pour l'Europe, c'est voter bien ou ça ne compte pas. Et nos gouvernements disent amen. Si les gouvernements ne font rien pour nous protéger de cette verticalité-là, ça va finir par exploser. Je pense que l'un de nos problèmes, c'est d'empêcher la Commission européenne et l'Europe de se suicider. Parce que ça renforce tellement le principe de verticalité, où les citoyens ne comptent plus du tout, que c'est là où viennent toutes les discussions à la base auxquelles j'ai pu assister, à commencer par des instances comme Nuit debout ou autres. Et on a de plus en plus l'impression que la gouvernance est faite par et pour les grandes entreprises et les banques. Alors, comment traitez-vous ces problèmes-là dans une constitution nationale, si ça peut être traité de
Bon, alors, sur le, alors, j'ai pas parlé de l'Union européenne, effectivement, parce que bon, c'était pas, j'avais pas été incité à parler de ça, mais Il y avait un petit la mot, il y avait un petit mot. il y avait un quand petit même. mot, ben, j'avais pas vu. Donc c'est ma faute. Non, mais on ne peut pas parler de tout, hein, c'est ce que j'avais dit. D'abord, je pense, si vous voulez, qu'il faut peut-être identifier les lieux de la responsabilité politique. Par exemple, je ne considère pas que, comme on dit, Bruxelles est responsable de la politique d'austérité. Bon. Je pense que la politique européenne est une politique qui est faite par les gouvernements nationaux, élus par les peuples, et ce sont les gouvernements qui décident à Bruxelles des politiques d'austérité. Donc, ne rendons pas l'Europe responsable d'une politique qui est en fait une politique décidée par chacun des gouvernements de l'Union européenne. Bon, ça c'est je crois la base de ma réflexion. Le deuxième élément, c'est que la résolution démocratique de l'Union européenne ne pourra se faire, de mon point de vue, que par l'élaboration d'une constitution européenne. Bon. J'ai voté contre, en 2005, le traité établissant une constitution européenne, non pas parce que j'étais contre le principe de la constitution, mais parce que cette constitution inscrivait l'économie de marché comme seul système reconnu pour l'Union européenne. Comme le Politburo. Pardon, comme le Politburo. Comme le Politburo. Voilà, exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, j'avais voté non, on avait discuté d'ailleurs à l'époque. Dans les cercles Condorcet en particulier. Oui. Mais j'étais dès cette époque-là, et je le disais publiquement, et j'ai gardé cette idée, j'étais pour une constitution européenne, pour la même raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la constitution européenne, et là je m'inscris dans les travaux d'Habermas, la constitution européenne est le moyen, un des moyens de créer le peuple européen. Un des moyens par lesquels on va transformer ce qui est aujourd'hui l'opinion publique européenne en communauté de citoyens européens. Comment on passe de l'un à l'autre? Quelle est la baguette magique? C'est la Constitution. Et si on fait une Constitution européenne, c'est-à-dire si le processus constituant permet aux Européens de dire les valeurs constitutionnelles, les valeurs qu'ils partagent, les institutions qui vont... on va introduire dans le fonctionnement des institutions européennes précisément ces citoyens qui aujourd'hui en sont absents et qui permettront de contrôler, de faire un contre-pouvoir au pouvoir économique. Le problème aujourd'hui de l'Union européenne, pour moi, la crise de l'Union européenne n'est pas une crise financière, pas une crise économique, pas une crise sociale, c'est une crise politique. C'est parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, il y a un gap, il y a un fossé entre l'intégration économique et financière avec la Banque centrale européenne, etc. Mais le pouvoir politique est resté au niveau des États-nations. Et donc, il faut porter le pouvoir politique au niveau européen, et on le porte par l'intermédiaire d'une constitution, afin de donner une légitimité à l'intervention des citoyens pour contrôler, réguler le pouvoir économique. Donc, c'est en plaçant le débat constituant au niveau européen
que je retrouve, si vous voulez, cette idée de faire rentrer le citoyen dans l'élaboration des règles européennes, desquelles il est aujourd'hui complètement exclu. Ce que peuvent contenir les constitutions nationales, parce qu'une constitution européenne ne supprimerait pas les constitutions nationales. Je m'étais amusé il y a quelques années à rédiger, mais ça c'est les constitutionnalistes, à rédiger une constitution européenne. J'avais tout choisi, je crois que j'avais pris comme hymne de l'Union européenne la chanson de Imagine des Beatles, enfin pas des Beatles, de John Lennon. Bon, ça n'a pas marché. Mais la Constitution européenne ne supprimerait pas les constitutions nationales. Là aussi, je pense que ce qui pourrait être indiqué dans les constitutions nationales, pour répondre à votre question, c'est un principe qu'on commence à voir émerger, et moi qui me plaît beaucoup, mais je sais que je vais heurter un certain nombre de collègues ou de personnes ici, c'est le principe de l'en commun. En, EN, trait d'union, commun. C'est-à-dire, émerge le principe de l'en commun, c'est-à-dire qui viendrait se substituer au principe de la souveraineté. On devrait inscrire dans la Constitution le fait qu'il y a des choses communes que l'on partage, et que le fait de partager des choses communes doit permettre aux différentes constitutions nationales d'être connectées entre elles au sein, en quelque sorte, de ce qui sera peut-être un jour une constitution européenne. Mais vous voyez, conjoncture politique fluide, vous voyez en quoi ça nous oblige d'une certaine manière à casser les os qu'on a dans la tête. Le principe de souveraineté, l'État unitaire, l'État centralisateur. Bon, si on passe progressivement vers une sorte d'État régional, si on met de côté la représentation, si on met de côté le principe de souveraineté au profit du principe de l'en commun, évidemment, c'est comme ça que vous allez passer de l'ancien au neuf. Le neuf se construira sur le principe de l'en commun, sur le principe fédératif, sur le principe, etc. Alors, nous sommes entre les deux. Souvent, quand je discute avec eux, je dis que dans ces moments-là, et on voit le débat en France, si vous voulez, il y a ce que j'appelle ceux qui défendent la pensée du grenier. C'est-à-dire, quand on est dans cette période-là, quand on est un peu paumé, quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le grenier. Et là, on retrouve les Dinky Toys, les Tépaz, la blouse grise, les francs, la règle sur les doigts. Que c'était bien. Bon. Et puis, il y a ce que j'appelle la pensée du jardin. C'est-à-dire, quand on est un peu paumé, qu'est-ce qu'on fait? On sort dehors, on va dans le jardin, et là, on rencontre les autres. Et c'est en rencontrant les autres qu'on trouve précisément les principes de la vie nouvelle. Alors peut-être que de temps en temps il faut aller dans le grenier, ça fait du bien d'ailleurs, mais à trop rester dans le grenier, on finit par se transformer en fantôme. Et nous sommes pour l'instant encore des êtres vivants qui ont besoin du jardin pour vivre. Oui, il y a la traduction de la subsidiarité. L'en commun peut se mettre ensemble des subsides. Voilà. C'est un peu différent quand même. Non, c'est exactement ce que veut dire subsidiarité. C'est partager une ferme cagnotte. Non, la subsidiarité, c'est un vieux concept chrétien. Le principe fédéral politique qui n'a rien à voir avec ça. Le principe fédéral, c'est ce qu'on ne peut pas faire par soi-même, on le fait avec les autres. Donc on met en commun. Ou on le laisse faire par les autres. Non. C'est ça. Oui, ça c'est catholique. Moi je parle de la subsidiarité fédérale. Oui, d'accord. Mais la subsidiarité au niveau européen était conçue sous le mode papal et non pas sous le mode fédéral allemand. En France. Dans les autres pays aussi, je peux vous le dire. En Suisse, certainement pas. Oui, mais la Suisse et l'Allemagne, on va pas discuter de ça, mais en Belgique, aux Pays-Bas, tout ça, c'était pas conçu. Enfin bon, je l'ai vécu à Bruxelles, alors là, je me souviens bien. Les Allemands, effectivement, étaient un peu différents. C'est un autre sujet, là. Oui, Jean-Luc Chan, je voudrais revenir sur le point numéro 1 que vous avez cité,
paraît d'une importance capitale que la séparation des pouvoirs. Mhm. Et je suis vraiment content de retrouver dans ce domaine une simple règle de droit. Mais cette non-séparation des pouvoirs économiques, financiers, politiques et médiatiques est certainement l'une des causes aussi de la crise actuelle, avec comme conséquence, à mon sens, le développement de l'extrême droite, la récente élection aux États-Unis et peut-être la probable future élection en France. Alors la question que je voulais vous poser, c'est peut-on séparer les pouvoirs dans un seul pays? Suffit-il de les séparer en Europe ou faut-il, devant la régulation par les marchés, qui est une régulation mondiale, lui opposer une séparation des pouvoirs ou une régulation sociale au même niveau? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment se fait-il que ce demande de séparation des pouvoirs visiblement n'est soutenue par pratiquement aucune force politique réelle dans les pays riches? Je ne parle même pas des pays pauvres. Ce sera mes deux questions. Alors, sur la première question, ça revient au le socialisme dans un seul pays. Bon. Enfin, ma réponse serait que non, c'est pas possible dans un seul pays, et que même s'il faut un pays qui lance le processus, la chose, c'est-à-dire penser la séparation des pouvoirs au-delà des trois pouvoirs d'État et sur les pouvoirs de société, ne peut commencer à avoir un impact sur la qualité démocratique d'un système ou des décisions que c'est au moins au niveau européen. D'où la réponse de tout à l'heure. Je pense que nous passons là aussi à un moment, disons, post-État-nation, post-national, et que ces questions-là ne pourront être réglées de manière efficace que si on dépasse le cadre de l'État-nation. Alors, je suis en train de préparer un livre qui fait suite à celui que j'ai sorti l'année dernière sur justement cette question. Je parle d'une constitution mondiale, m'appuyant donc sur l'idée il existe un citoyen du monde parce qu'il y a de l'en commun. Hein. Il y a de l'en commun, c'est-à-dire il y a une base possible désormais pour que cette question-là de la séparation des différents pouvoirs soit posée au niveau européen, voire mondial. Alors, la deuxième question c'était... Oui, comment se fait-il que... Ah oui, qu'il n'y ait pas de force politique. Oui. Mais parce que je pense que les forces politiques sont attachées au monde ancien. Je pense que étant donné qu'il y a un discours oui. à gauche qui prône finalement, enfin qui sous une autre forme revient à prôner la séparation des pouvoirs. Oui. J'aime beaucoup quand même cette idée que je trouve vraiment très claire. Oui. C'est pour ça que je la reprends. Donc ce sont des discours qui sont tenus en France, aux États-Unis, en Angleterre, par des minorités, mais comment se fait-il que ça ne se traduit pas dans ces pays quand même où le droit de vote existe, ce qui est quand même pas négligeable? Comment se fait-il que ça ne parvient pas dans ces pays, ça ne rassemble que des minorités? Pourquoi est-ce que ces discours, au fond, paraissent inaudibles? Ah, pourquoi? Je crois parce que, je veux dire, il y a une révolution culturelle. J'ai envie de vous répondre par une fable, si vous permettez, si j'ai bien compris votre question.
c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Tout le monde connaît la fable de la chèvre de Monsieur Seguin. Donc la chèvre, elle est dans le pré, elle est contente, elle a ce qu'il faut, elle a de l'herbe, elle a de l'eau, elle a son écuelle, elle est heureuse, etc. Monsieur Seguin vient tous les jours pour la nettoyer, tout ça, elle est heureuse. Puis un jour, elle dit non, je m'en vais. Et s'en va. Donc elle batifole, elle voit des fleurs, des copines, des copains, elle s'amuse, etc. Bon, et puis au petit matin, elle se fait manger par le loup. Bon. Alors, à la place de la chèvre de M. Seguin, vous mettez le peuple. À la place de M. Seguin, vous mettez l'État. Et à la place du loup, vous mettez le CAC 40. Ça donne quoi? Ça donne peuple. Il vaut mieux que tu restes au sein de l'État plutôt que de vouloir être libre et poser toi-même les règles, parce que si tu veux poser toi-même les règles, tu vas te faire manger par le marché. Et je pense que la première révolution à faire, c'est d'interdire la lecture de la chèvre de M. Seguin aux enfants. Et vous avez... Alors, vous trouvez ça, par exemple, dans les... c'est Charles Bettelheim qui fait une déconstruction des différents contes qu'on raconte aux enfants, et pareil pour le Cendrillon, etc. Et si vous voulez, on est tellement imprégné de cette culture qui passe par différents niveaux que il est difficile de penser la séparation des pouvoirs autre chose. C'est-à-dire, il y a tout un travail, alors là oui, de Condorcet, il y a tout un travail d'éducation pour nous apprendre à oser être libres. Puisque jusqu'à présent, les instituteurs nous mettaient du scotch sur la bouche pour ne pas parler, et comment voulez-vous ensuite que les citoyens parlent? Donc il y a quand même un petit problème. Donc il y a, si vous voulez, pour moi la réponse à votre question passe par l'éducation, passe par le travail pédagogique qui est à faire pour convaincre les citoyens qu'ils sont capables de poser les règles. Or ça, nous sommes nous-mêmes pas tout à fait convaincus. Je suppose que vous parlez des fois autour de vous et on a des réactions du genre oui, ben non, moi je vote et puis qui s'occupe, qui gère les affaires. Moi après j'ai mes enfants, j'ai mes affaires à m'occuper, etc. Donc il y a ce sentiment inculqué que le citoyen n'est pas compétent. Et c'est ça qu'il faut, je crois, d'abord changer, de révolution culturelle. Il y a trois, mais je voudrais dire un petit mot si c'est possible, parce que en revenant sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de propension, je ne sais pas si c'est des peuples, en tout cas des hommes, et des femmes bien sûr, à préférer trouver dans la délégation des responsabilités une certaine facilité, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie de s'occuper de tout, ou en tout cas de s'occuper de trop de choses, d'intervenir dans beaucoup d'affaires de leur cité, sauf si c'est leur petite cité ou leur petite région. Qu'il y a une difficulté pour beaucoup de citoyens à se projeter assez loin, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté aussi, je dirais, démocratique, des peuples à s'organiser eux-mêmes et des citoyens à se projeter dans un avenir il faut qu'il soit meilleur, parce que sinon, ils n'ont pas tellement intérêt à faire ce boulot-là. Donc, il y a une réelle difficulté qui n'est pas que pédagogique, qui est aussi, ça demande des engagements. Et d'ailleurs, beaucoup de gens trouvent, même s'ils ont beaucoup à critiquer les hommes politiques, trouvent quand même qu'ils ont un certain courage à scolter des réalités qui ne sont pas toujours très drôles. Donc, cette difficulté-là, elle existe aussi. Alors, je crois que ce n'est pas une difficulté, c'est
c'est pas une difficulté, c'est une interrogation, je dirais, presque tragique de la démocratie. Tragique en ce sens que un démocrate veut que le peuple participe, intervienne dans les règles de la vie publique. Et le peuple, comment dire, indifférent, anonyme, les anonymous. Bon. Et en même temps, et ça c'est une vraie interrogation, et en même temps, il y a quelque part, je vais volontairement dire un mot pour que ça frappe les esprits, il y a une dimension christique. C'est-à-dire, le peuple, à un moment donné, veut s'incarner dans une personne. Donc, y compris les démocrates. C'est-à-dire qu'il y a un élément tragique, c'est-à-dire, est-ce que, dans la question que tu poses, c'est est-ce que on peut se passer, à un moment donné, du chef? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que dans toute politique, il n'y a pas cette dimension, alors voilà, le corps du Christ, hein, bon, le corps du chef. Et bon, comme vous, certainement, moi j'ai été voir un peu ce qui se passait à Nuit debout, j'ai suivi ce qui se passait à Podemos, j'ai suivi ce qui se passait en Grèce. On voit bien que, par exemple, à Nuit debout, il ne voulait pas de chef. C'était alors là l'horizontalité la plus pure. Bon, c'était génial. Sauf que, pouf, c'est parti dans les sables. Hein, parce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une personne, chaque fois qu'il y avait une personne qui pouvait incarner, le mot est quand même intéressant, chaque fois qu'il y avait une personne qui pouvait incarner Nuit debout, elle était dégommée. Bon. Si vous regardez, si vous avez suivi le débat en Espagne la semaine dernière, oui, le week-end dernier, c'est le débat qu'il y a eu entre Iglesias et l'autre, je ne sais plus son nom. Il y en a un qui disait il faut qu'on s'institutionnalise, qu'on devienne un parti pour négocier au Parlement avec les socialistes, etc. Et puis l'autre qui disait non, il faut qu'on reste au niveau des indignés. C'est Iglesias qui disait ça. Et Iglesias l'a emporté, mais parce qu'il y a une dimension comment dire, charismatique, sinon christique, dans Iglesias qu'il n'y avait pas dans l'autre. Si vous prenez Tsipras, en Grèce, Tsipras, le mouvement grec a réussi aussi parce qu'il s'est incarné dans une personne. Donc on est confronté, et on pourrait prendre différents exemples, je crois que les démocrates, ou ceux qui réfléchissent à la démocratie, sont à un moment donné confrontés à l'histoire, à l'expérience, que pour réussir, un mouvement démocratique doit s'incarner dans une personne, mais le problème c'est qu'en s'incarnant dans une personne, Iglesias, Tsipras, il se perd en tant que peuple démocrate. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension tragique. C'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension tragique. Comment on en sort? J'en sais rien, hein. Donc je pose la question. Alors, est-ce qu'on en sort par les assemblées délibératives de citoyens? Est-ce qu'on en sort par les conventions de citoyens? Est-ce qu'on en sort par les... Je n'en sais rien. Je me pose cette question et je vois bien que les mouvements démocrates qui n'arrivent pas à s'incarner dans une personne se perdent un peu dans les sables. Que ceux qui s'incarnent dans une personne risquent de se perdre aussi dans l'institutionnalisation. Et c'est pour ça que les mécanismes que je propose sont des mécanismes qui visent à... pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est avant, c'est des mécanismes qui visent à empêcher que le processus d'incarnation s'incarne vraiment, quoi, enfin se solidifie, quoi. Voilà. Mais ta question est embêtante, pour rester poli. Oui, mais c'est parce qu'elle est embêtante que je l'ai posée. Il y a Michel et puis Madame. Justement, je vais rebondir sur ça parce que
J'ai beaucoup aimé ton exposé, et notamment par rapport à la séance qu'on avait eue avec Georges Mink sur les démocraties illibérales d'Europe centrale. La déconstruction de la verticalité et l'horizontalité là est excellente, puisque effectivement leur but c'est de dire je suis le seul représentant du peuple qui d'ailleurs une fois que je le représente il a intérêt à se taire, Ah oui. et en plus c'est moi qui définis ce qu'est le peuple et ses contours, donc je pense que ça c'est très intéressant. Mais sur ce point-là, ce qui m'a frappé dans tout ton exposé, c'est que tu n'as pas du tout mentionné les corps intermédiaires. Alors, je suis ni sociologue ni juriste, donc peut-être que c'est mal dit, mais voilà, toutes ces choses-là, ces syndicats, ces partis politiques, etc., et peut-être une des réponses à la question de Bernard sur certaines questions, les gens n'y vont plus, tout simplement aussi parce que ces appareils se sont complètement sclérosés, et il y a eu effectivement le fait que le citoyen lambda est rejeté de facto de ces jeux de pouvoir. Et si on prend la loi El Khomri, j'en pense autant de bien que toi, mais quand même, avant que cette loi ne passe au Parlement, et les syndicats se sont exprimés, il y a des gens qui se sont exprimés, alors certes, ce n'étaient pas des citoyens, mais c'était ça. Et ce qui me gêne un peu, enfin, je me fais le défenseur de ces corps intermédiaires, même s'ils ont leurs propres problèmes, pour des raisons peut-être pratiques. À la fois, lorsque tu parlais des jurys citoyens, enfin, d'assemblées citoyennes de 15 ou 20 personnes conformes, que tirent au sort, enfin, on connaît toute la procédure. On sait que statistiquement, si on prend 15 Français tirés au sort, on peut avoir n'importe quoi. Ah oui, voilà. Par définition. Non, oui, d'accord, mais enfin, non, mais quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça peut être aussi dangereux dans les biais que ces gens ont. Et aussi au niveau mondial, lorsque tu parles des choses, il y a quelques années, bon, c'était il y a une dizaine d'années, on avait Monique Chemillé-Gendron qui était à ta place et qui, elle, n'aime pas beaucoup la souveraineté et beaucoup de choses comme ça, c'est pas une grande fan, mais qui n'allait pas aussi loin qu'un de ses collègues dont j'ai oublié le nom, qui avait fait un papier, effectivement, sur une espèce de démocratie mondiale où le citoyen se trouverait face à un universel mondial avec des valeurs universelles, mais là, on est vraiment la chèvre de M. Seguin. Alors peut-être qu'on l'a complètement analysé, mais moi, si je me retrouve seul, et je pense que Suzanne, qui a bien étudié les multinationales ou des choses comme ça, elle va nous dire que face à ces gens-là, si on n'est pas capable de se regrouper et de faire des choses, on est complètement foutu. Alors, je crois que c'est là-dessus, mais bon, je pense que c'était plus une omission que par manque de temps que volontaire. Voilà, c'est comment on peut, en bâtissant sur ces corps intermédiaires, remédier à certaines choses, à certains dysfonctionnements actuels, et sans avoir à passer par ce genre de choses. Et dernier petit point sur l'Europe, j'aurais été d'accord avec ce que tu as dit sur l'austérité, par exemple, en disant que ce sont les gouvernements qui décident, mais quand je vois ce qui s'est passé au niveau du CETA ou du TAFTA, et qui commence de plus en plus à se passer sur un certain nombre de choses, je pense que là, on a quand même une dérive qui échappe. La Commission européenne est en train d'échapper à tout contrôle. Alors, je réponds... Oui. Oh, pardon. Non, mais il y aura une autre question. On la prend tout de suite. Puis on finit. Puis il faudra qu'on finisse après. D'accord, mais je vais bref, alors. Allez. Allez-y. Oui, vous avez parlé de la séparation des pouvoirs et vous avez très très légèrement évoqué l'idée qu'il y aurait d'autres pouvoirs possibles à envisager, dont le pouvoir économique. Bon. Moi, j'en vois un autre. Je veux dire, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est n'y a-t-il de pouvoir que celui qui peut être défini dans une constitution? Je suis quand même étonnée de voir que, par exemple, la notion, alors on a parlé beaucoup de citoyenneté, mais dans une autre tradition, je sais que ça existe, mais il y a quand même la société civile. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Il y a une montée, vous devez connaître, des communs, qui, à mon avis, est quand même assez intéressante, y compris au niveau européen. Je ne dis pas qu'elle se substituera à une vision purement politique des institutions, mais elle devient de plus en plus puissante. Et surtout, elle devient une école de citoyenneté extraordinaire. C'est quoi un commun? C'est des gens qui décident à un moment donné de se saisir d'une question pour s'accorder sur des règles, une gouvernance, et agir.
est-ce que c'est pas ça la vraie démocratie? Donc moi je pose la question, c'est est-ce que les pouvoirs que vous envisagez ne mettent pas complètement dehors de cette vision extrêmement, j'allais dire, constitutionnaliste de la société, à savoir que la société existe, la société civile existe, si on ne veut pas ce terme qui est un peu anglo-saxon, comme on dit, il n'y a pas que le citoyen comme appartenance politique, il y a aussi le villageois, le paysan, enfin on a beaucoup d'appartenances. Et les communs sont justement une façon de réconcilier ces différentes parties. Voilà, alors ma question est, y a-t-il le pouvoir seulement celui que nous donne, que nous accorde la Constitution? Ce qui me paraît quand même un vrai paradoxe. Alors, je réponds d'abord il n'y a pas de pouvoir que ce dit dans la Constitution. En revanche, un pouvoir qui n'est pas inscrit dans la Constitution n'a pas de pouvoir. Tout ce que j'ai dit, sans employer d'autres mots, c'est de rendre visible la société civile. Pour l'instant, tout ce que vous avez dit, la société civile est très largement invisible. Et il y a un bouquin d'ailleurs sur les invisibles. Les invisibles et le Parlement des invisibles dont parle aussi Rosan Vallon. Vous avez une société civile qui est effectivement vivante, imaginative, mais dont on ne parle pas, dont on ne reconnaît pas l'existence. Et c'est pour ça que, par exemple, mes assemblées générales de citoyens, les assemblées délibératives de citoyens, les lanceurs d'alerte, les conventions de citoyens sont précisément, de mon point de vue, les manières, un des mécanismes par lesquels rendre visible ce qui, pour l'instant, reste à l'état peu visible, sinon invisible. Et je pense que dans nos sociétés, il faut faire ce passage. Donc ce n'est pas du tout ignorer. Je dis que vous négligez. Je considère simplement qu'il faut donner à cette société civile qui se réveille, il faut lui donner une visibilité, et dans nos sociétés, cette visibilité, elle passe par la Constitution. Si vous prenez, par exemple, là aussi, si on veut faire un peu d'histoire, la bourgeoisie, on disait le tiers-état à l'époque, qu'a demandé finalement la bourgeoisie en 1788 ou 9, etc. Elle demandait à être visible. Elle demandait, alors elle était forte, elle était très présente, mais elle n'avait pas de visibilité. Et elle a demandé quoi? Elle a demandé une constitution, elle a demandé d'avoir une assemblée nationale. Et qu'est-ce que c'est l'assemblée nationale? C'est l'assemblée de la bourgeoisie. Et une fois qu'elle avait cette institution, elle a pu gouverner. La société civile, aujourd'hui, je reprendrai la Sieyès, la société civile, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle est dans les institutions? Rien. Qu'est-ce qu'elle demande? À devenir quelque chose. Et c'est précisément en faisant rentrer la société civile dans ces mécanismes que j'ai donnés, qu'on lui donnera une légitimité et qu'on lui donnera, je pense, du pouvoir. Enfin, c'est le sens de ma réflexion. Je distingue. Alors, en plus, je distingue peut-être. Je fais une différence entre société civile et société publique. Hein. Pour moi, il y a trois types. Une société est faite de trois sphères: la sphère civile, la sphère publique et la sphère politique. Et la différence que je fais entre la sphère civile et la sphère publique, c'est que dans la sphère publique est le lieu où on mutualise, où on rend public les problèmes que l'on rencontre dans la sphère civile. Alors bon, on n'a pas le temps, donc je vais prendre un exemple très simple. L'avortement.
Bon, l'avortement, dans la sphère civile, les femmes se font avorter, personne ne le sait, font ça dans leur coin. Et puis un jour, il y a le manifeste des 343 salopes, ça passe dans l'espace public. Ah ben oui, moi je me fais avorter, mais toi aussi, ben moi c'était terrible, etc. Bon, ça passe, ça mutualise. Donc je fais une différence entre l'espace civil et l'espace public. L'espace public, c'est l'espace où on mutualise les problèmes que l'on rencontre dans l'espace civil. C'est une des raisons. Ben, j'ai eu un débat par exemple avec José Bové sur est-ce qu'il faut parler de désobéissance civile ou de désobéissance civique. Pour moi, je parlerai de désobéissance civique. Parce que si vous parlez de désobéissance civile, ça veut dire que les gens de la Manif pour tous, vous allez les traiter de désobéissants. Alors pour moi, ce ne sont pas des désobéissants. Le fondement de la désobéissance, c'est précisément l'espace public. C'est l'espace où on a mutualisé des problèmes et qui... Bon, je ne m'étends pas. Mais donc, mon propos consiste, si vous voulez, à rendre visible l'espace civil, public. Sur le CETA, et ce que tu as dit, sur les corps intermédiaires et le CETA, le CETA, le mandat a été donné par les gouvernements à l'Union européenne. Donc le commissaire, l'Union européenne, gouverne à partir du mandat qui a été donné par les gouvernements européens. Et alors après, évidemment, les gouvernements, chaque gouvernement revient dans son pays en disant ben, c'est la commissaire européenne, c'est la commissaire européenne. La commissaire européenne est négociée à partir du mandat que les gouvernements lui ont donné. Et c'est pour ça, enfin, vous verrez peut-être, j'ai fait un papier critiquant le CETA d'un point de vue constitutionnel. Il me semble que le CETA est contraire à la Constitution et que je propose que des parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel pour demander au Conseil de déclarer que le CETA est contraire à la Constitution et donc il ne peut pas être ratifié. Bon, il est contraire à d'autres constitutions en Europe. Ah ben, par exemple, le tribunal constitutionnel allemand a été saisi, de cette affaire. Donc, bon, pour le CETA, je pense que ça n'invalide pas totalement ce que je disais tout à l'heure. C'est plus le TAFTA et le fait que les ministres n'avaient pas accès à ce qui se passait, par exemple. Oui, ah ben, d'accord. Mais c'était au départ, le mandat a été donné par les gouvernements nationaux. Sur la question des corps intermédiaires, donc on rejoint un peu la question de la société civile. Il y a une société civile internationale. C'est pour ça que je suis pour une constitution mondiale. Il y a une société civile internationale. Il y a des ONG. Il y a des organisations qui se mobilisent dans le monde et qui, comment dire, je vais reprendre l'expression jeune, n'ont pas une visibilité institutionnelle. Elles ont une visibilité médiatique, c'est sympathique, tout ça, mais elles ne sont pas visibles et on ne leur a pas encore donné les lieux ou les instruments sur lesquels peser de manière significative sur les règles, que ce soit environnementales, le climat ou etc. Là où j'ai une interrogation, c'est sur la question des corps intermédiaires. J'ai une interrogation parce que pardon, les corps intermédiaires, je crois, renvoient à un moment de l'histoire des sociétés où il y avait effectivement des corps. Or, je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de corps parce qu'il y a de plus en plus de fluidité. Si tu veux, si on veut fonder une société sur les corps intermédiaires, il faut pouvoir parfaitement identifier ces corps. Par exemple, autrefois c'était facile, il y avait la classe ouvrière, il y avait les paysans, les artisans, etc. Donc là c'est clair, on peut faire des corps. Quant à une société qui est de moins en moins fondée sur des corps, mais sur des individus, là aussi qu'on le regrette ou pas, comment on fait ?
Comment on fait, par exemple, moi, j'ai fait partie, justement, avec Rosan Vallon, d'un groupe de travail sur le Conseil économique, social et environnemental pour essayer de réformer le mode de composition de ce Conseil. Comment on fait? Comment on fait quand les corps disparaissent au profit d'individus qui vont se mobiliser sur telle affaire locale, et ensuite sur une autre affaire. Donc on est dans une société, je crois, où les corps intermédiaires ne sont plus aussi solides qu'autrefois, et par conséquent que c'est beaucoup plus difficile pour créer des institutions représentatives de ces corps intermédiaires. Parce qu'il faudrait identifier aujourd'hui ce qu'est un ouvrier. Alors on parle de l'ubérisation de l'économie, le fait qu'on ait plusieurs métiers à la fois en même temps. Donc si on a plusieurs métiers à la fois, si on zappe d'un métier à un autre, comment veux-tu fonder une société sur la représentation de ces corps intermédiaires? Tu les figes. Hein. Donc notre société, l'ancien et le neuf, on est confronté à réinventer des institutions permettant d'être en adéquation avec cette fluidité des individus. C'est pour ça que la question des ONG, la question des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, me paraît plus intéressant à réfléchir pour réorganiser une société que les corps intermédiaires. Mais ma réflexion est au début. Par exemple, on a eu une expérience en constitutionnaliste. Les Islandais ont rédigé ce qu'ils appellent une wiki-constitution. Hein. C'est-à-dire, donc, si vous voulez, la manière traditionnelle de rédiger une constitution, c'est on élit une assemblée constituante. Bon, on élit. Les élus rédigent une constitution, et puis ils sont contents. Là, en Islande, donc il y a une assemblée, c'était après la crise financière il y a 10 ans, donc il y a une assemblée qui a été tirée au sort. Les Islandais, tirés au sort, ont rédigé un projet de constitution, ils ont mis ça sur une plateforme, et puis ils ont ouvert à la discussion la rédaction de la constitution. Ce qui évidemment change complètement parce que tout le monde a pu y participer. C'est-à-dire on ne savait pas si c'était des Islandais ou des pas Islandais. On ne savait pas s'ils avaient 18 ans, 16 ans, 105 ans, on ne savait pas. Donc c'est par rapport à notre truc de citoyenneté, ne peuvent voter que les gens qui ont 18 ans. Si vous passez par Internet, vous ne savez plus quel âge le type il a, s'il est de nationalité française ou pas, etc. Et cette constitution a donc été rédigée de manière par le numérique, par Internet, avec des échanges, des débats, des amendements, etc. Elle a été ensuite soumise à référendum, elle a été approuvée par le peuple, cette wiki-constitution. Le problème, c'est que quelques mois après, il y a eu des élections législatives, et c'est la droite qui l'a emporté, qui a emporté les élections législatives, et la droite a suspendu la Constitution. Mais vous voyez, autrefois, vous voyez que là, il y a des ouvertures qui sont faites, et qui sont effectivement... Alors, perturbante, parce que c'était plus simple de constituer, par exemple, un conseil économique et social. On disait, bon, la classe ouvrière, c'est ça, donc voilà, ils ont tant de pourcentage, les paysans, c'est ça, donc toc, toc, toc. Bon, quand vous avez une dilution des corps intermédiaires, il faut penser peut-être la représentation des individus autrement. Je crois qu'on est obligé, on a dépassé un peu le temps, on est obligé de s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup Dominique. En tout cas, il me semble que tu as répondu à une partie des questions qu'on avait évoquées dans notre remue-ménage et que ça provoque de nouvelles questions à discuter dans de nouveaux remue-ménages. Et donc on le fera. Très bien. Et peut-être qu'on te réinvitera, si tu veux bien. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir.